route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Et avec dans la perspective des législatives, donc Pierre Laurent pour le Parti communiste, nous sommes donc avec Perrine Tarnaud. D'abord, globalement, avant que nous parlions des législatives et du contexte économique et social, comment jugez-vous le premier mois du président Hollande, qualifié d'endormissement général, en gros, par Claude Guéant? Non, pas du tout. Il y a effectivement une rupture de style après l'agitation permanente de Nicolas Sarkozy, mais qui était une agitation très brutale contre les Français. Donc on retrouve un climat plus normal, effectivement, mais dans le bon sens du terme, avec des premières mesures symboliques qui sont satisfaisantes, mais comme je l'ai dit il y a quelques jours, on ne tiendra pas très longtemps avec ces mesures symboliques. Donc il faut passer du salaire du président, des ministres, le comportement général. Oui, l'augmentation de l'allocation de la rentrée scolaire, le retour à la retraite à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler à 18 ans. Tout ça, c'est des mesures importantes, mais qui sont très partielles. Et sur les questions de pouvoir d'achat et d'emploi, il faudra passer très rapidement à des choses plus sérieuses. Perrine. Sur le SMIC, par exemple, le coup de pouce au SMIC, vous demandez plus au gouvernement ? Oui, il faut une augmentation sensible du SMIC. D'abord, un coup de pouce, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on nous parle de ça, on aimerait savoir de quoi on parle, parce qu'un coup de pouce, ça veut rien dire. François Hollande en a parlé à la télévision, il a dit oui. Augmentation, oui, mais pas de danger pour les entreprises. Oui, mais justement, c'est ce raisonnement-là que nous ne partageons pas, parce que nous croyons au contraire que l'augmentation des salaires fait partie des solutions à la situation de récession économique qui menace dans toute l'Europe. Donc c'est pas en maintenant une politique de modération salariale qu'on va sortir de la situation économique actuelle. Dans la campagne, le Front de gauche était 1700 €. Alors, oui, nous 1700 continuez à réclamer ces 1700 €. Oui, mais puisque le gouvernement actuel ne veut pas, on le sait, les 1700 €, au minimum, il faut une augmentation qui se chiffre plutôt en centaines d'euros qu'en dizaines d'euros. Mais en même temps, en période de crise, est-ce que les entreprises pourront faire face à cette augmentation-là ? Mais à condition qu'on prenne d'autres mesures en même temps, et notamment qu'on mette fin, qu'on allège leurs charges financières. Donc il faut d'un côté augmenter les salaires, et de l'autre côté, il faudrait prendre des mesures pour reprendre le contrôle sur le secteur bancaire et financier, et changer la politique du crédit en fournissant aux investisseurs qui créent des emplois et qui ont des projets industriels porteurs, du crédit pas cher. Or là, on fait l'inverse. On les matraque du point de vue des charges financières et on demande aux salariés de payer l'addition. C'est ce qui conduit au développement de la crise dans toute l'Europe. Mais est-ce qu'on peut avoir avec Perrine un chiffre? Parce que vous l'idez quelques centaines. Alors c'est quoi? C'est 1500? Nous, on est pour 1700 mais euros. Vous les aurez net. pas. Alors combien? Écoutez, si on augmentait le SMIC de 200 €, ce serait formidable. Donc 200 € d'augmentation, cela vous satisfait? Est-ce que vous voulez participer au gouvernement? Si nos propositions sont prises en compte, oui. Nous ne sommes pas une force de soutien au projet présidentiel de François Hollande. Nous avons appelé à voter François Hollande pour battre Nicolas Sarkozy, mais nous avons des propositions qui ne sont pas en tout point celles de François Hollande. La majorité parlementaire, qui, je l'espère, va émerger des urnes aux législatives, va être une majorité pluraliste à gauche. Donc si on forme un gouvernement qui tient compte réellement de nos propositions, nous sommes prêts à discuter. Si on nous demande d'aller dans un gouvernement pour appliquer le programme de François Hollande... C'est l'augmentation du SMIC et la renégociation du traité? C'est la renégociation du traité européen, mais une vraie renégociation, c'est-à-dire qui touche au pacte budgétaire Sarkozy-Merkel, et pas qu'il le laisse intact. C'est la question des salaires, c'est la question de l'emploi, et singulièrement de l'emploi industriel. Il faut des mesures qui donnent de nouveaux droits aux salariés. Il faut une politique bancaire et financière qui vienne en appui du développement industriel et de la transition écologique. Il faut une relance des services publics. Donc il faut non seulement mettre fin à la RGPP, mais créer de l'emploi public. Voilà des mesures que nous avons portées dans la campagne présidentielle et qui sont attendues par les Français. Perrine Tarnaud. Alors, les législatives, si Jean-Luc Mélenchon sort vainqueur de son combat face à Marine Le Pen, est-ce qu'il aura toute la légitimité pour prendre la tête de votre groupe à l'Assemblée nationale? Je ne crois pas que ça se présente comme ça. Vous savez, il va y avoir... d'abord, le président du groupe... Oui, je sais bien. Le président du groupe, chez nous, c'est le groupe qui le décide. Donc, il va y avoir une réunion du groupe après les élections législatives qui décidera. Encore faut-il d'abord avoir un groupe. Parce que la bataille des élections législatives, il faut qu'elle permette
justement un progrès, une amplification du front de gauche. Nous avions 19 députés, il en faut beaucoup plus. Et on sera en tête, je pense, de la gauche dans plusieurs dizaines de circonscriptions. Si on appliquait la proportionnelle, c'est-à-dire, mettons, allez, 10%, on aurait un peu plus de 50 sièges. Nous en avons 19 aujourd'hui, il en faut sensiblement plus pour que le Front de gauche soit justement représenté et que ses propositions soient entendues. Et ce groupe décidera de son président à ce moment-là. Mais si vous lisez Claude Barthelone et un certain nombre de responsables socialistes, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une majorité à eux tout seuls. Oui, c'est un argument assez bizarre, parce que je rappelle que la victoire de l'élection présidentielle de François Hollande n'a été possible que parce que d'autres forces ont appelé à voter François Hollande, dont le Front de gauche qui a apporté 4 millions de voix. Donc il n'y avait pas de victoire de François Hollande sans le Front de gauche. Et il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de majorité parlementaire de gauche, pas seulement parce qu'on comptera, je l'espère, un groupe renforcé, mais parce que tous les députés de gauche seront élus aussi avec des voix du Front de gauche. Donc vouloir, au bout de tout ça, avoir la majorité à eux tout seul pour un seul parti, ça ne me paraît pas une conception... Vous avez écouté Guillaume Tabar, Pierre Laurent, et c'est une des interrogations que nous avons avec Perrine ce matin. Est-ce que vous envisagez, comme dirigeant d'un des grands partis politiques de gauche, une éventuelle défaite? Est-ce qu'elle n'est pas à écarter, malgré les sondages? Non, je ne crois pas que nous allons vers une victoire de la gauche. Maintenant, il faut que cette victoire de la gauche soit ample, et qu'elle comporte un groupe Front de gauche. Vous savez, le combat contre la finance, puisque ça a été dit aussi par François Hollande, va être rude. Si on ne veut pas mener cette bagarre comme un boxeur manchot, il vaudrait mieux avoir le Front de gauche dans la gauche. Sinon, la gauche sera handicapée pour mener ce combat. Mais tout à l'heure, vous nous parliez justement des éléments nécessaires à votre participation au gouvernement. Vous avez peut-être vu la une des Échos ce matin et entendu parler Pierre Moscovici, ministre de l'économie hier, chez nos confrères de RTL, du rapport de Bercy, qui réclame à l'État une somme coquette en matière d'économie, c'est-à-dire pratiquement 5 milliards. Or, avec tout ce que vous souhaitez, on est un peu en contradiction avec cet objectif qui est un objectif défini par le ministère des Finances. Et donc soutenu par le ministre. Mais effectivement, c'est le débat qui traverse la gauche et qui l'a traversé dans l'élection présidentielle. Notre stratégie de retour à un assainissement des finances publiques n'est pas la même que celle qui est préconisée par les différents rapports européens et par Pierre Moscovici, qui semble continuer à dire qu'on va pouvoir, par exemple, répondre favorablement aux recommandations Barroso, et de l'autre côté, tenir des objectifs de croissance et de développement social. Nous pensons que c'est incompatible et qu'il faut trouver un autre chemin qui passe par de la création d'emplois, qui passe par la diminution de la pression financière actuelle. Mais qui passe aussi par des coupes budgétaires. C'est quand même le troisième avertissement adressé à la France après la Commission européenne et la Cour des comptes. Qui peut passer d'abord par des recettes budgétaires supplémentaires, parce qu'il faut mettre fin à toutes les exonérations fiscales qui ont été accordées aux plus riches par Nicolas Sarkozy, mais il faut aussi s'interroger sur les politiques d'exonération de cotisations sociales. Je rappelle, ça fait quand même 30 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations sociales, pour des résultats en matière d'emploi qui restent à prouver, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on sait par exemple que les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, non seulement ne sont pas efficaces en matière d'emploi, qu'elles coûtent très cher à l'État, mais qu'elles produisent l'effet inverse, parce qu'elles encouragent à ne pas embaucher. Et dans d'autres domaines, c'est vrai. Donc on peut réorienter autrement que seulement en continuant à matraquer les dépenses publiques. Pourquoi on serait les seuls, Pierre Laurent, justement, regardez ce qui se passe avec Mario Monti en Italie, ils font des efforts considérables. Pourquoi on serait les seuls à penser que la relance économique, ça continue à fonctionner avec des dépenses publiques? Mais parce qu'il faut bien qu'un pays européen, ou plusieurs, ce serait mieux, se rendre compte à un moment donné qu'à faire ça dans tous les pays européens, eh bien nous allons vers la récession. C'est pas moi qui le dis. Les chiffres officiels disent que 10 pays européens vont être en récession en 2012. On en est au énième plan d'austérité en Grèce. Ce pays continue de s'enfoncer. Et tout le monde sait qu'il ne pourra pas... Pour des raisons qui sont différentes, nous ne sommes pas la Grèce. Mais parce qu'on applique des recettes qui sont inefficaces et qui conduisent à... Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de politique fiscale. Vous parlez de l'Italie. Ouais. L'Italie est en train de s'enfoncer aussi. L'Espagne de la même manière. Or pourtant, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en Espagne et en Italie, qui n'ont jamais été élus par personne d'ailleurs, parce que c'est un gouvernement qui a été nommé par la Commission européenne, eh bien ces gouvernements appliquent les recettes recommandées par l'Europe
et s'enfonce dans la crise économique. Donc il faudra bien à un moment donné se rendre compte qu'on ne peut pas continuer à aller éternellement. Et vous êtes aussi d'accord pour revoir la Tarnaud. politique familiale et toucher au quotient familial? Non, je crois qu'il faut réformer d'une manière générale la fiscalité qui est aujourd'hui, qui a perdu de son efficacité en matière de justice sociale. Parce qu'on a glissé progressivement vers une fiscalité qui a fait reculer la part progressive de la fiscalité au profit de taxes directes qui frappent en fait toujours les mêmes et singulièrement ceux qui travaillent, qui vivent de leur travail. Donc nous sommes avec une fiscalité qui est globalement très inefficace et très injuste. Donc il faut la réformer de A à Z. Mais puisque nous parlons justement d'économie ensemble, vous savez qu'en France, il y a le CAC 40, il y a des grands groupes, et le JDD expliquait hier que peut-être une dizaine de grands groupes français qui ont des cadres supérieurs ou très supérieurs étrangers envisageaient de délocaliser leur staff à l'étranger. C'est pas la même logique, puisque vous parlez dans un contexte français, mais les grands groupes Total et les autres, ils sont dans un contexte mondial. Oui, mais enfin, parce qu'on les laisse faire. S'ils vendent des hydrocarbures simplement en France, ils vont pas gagner beaucoup d'argent. Mais regardez ce qui vient de se passer à Air France. L'État s'en est mêlé, et puis et les petits actionnaires qui ne votent pas tous front de gauche, j'imagine, au moins se sont trouvés d'accord pour dire que donner 400 000 euros à quelqu'un parce qu'il... Mais d'accord, mais ça concerne une seule personne. Oui, mais Perrine a raison. Mais c'est une philosophie générale et elle est justifiée, elle peut Donc être ça ne vous entendue. dérange pas s'ils partent? Mais souvent, Jean-Luc Mélenchon, dans la campagne, a dit mais qu'ils partent. Mais écoutez, ce qui fait la richesse de ces groupes, ce sont des entreprises, des salariés. Ceux-là ne vont pas partir, surtout si le gouvernement se mêle de cette affaire. Mais donc, ce sont des groupes privés, nous pouvons nationaliser Total. Nous avons à l'époque en 81, la gauche dirigée par François Mitterrand, a nationalisé le secteur énergétique. Et peut-être que pour conduire les politiques de transition écologique et énergétique dont nous avons besoin et dont nous allons parler au sommet Rio+10, eh bien peut-être que la maîtrise publique du secteur énergétique n'est pas une si mauvaise idée que cela. Perrine. Le gouvernement annonce un gel des prix à la relocation. Comment le gouvernement va pouvoir empêcher des bailleurs privés de ne pas augmenter leur loyer? Mais écoutez, c'est quand même incroyable parce que si à toutes les questions on dit la puissance publique ne peut rien faire, à ce moment-là, c'est même pas la peine d'élire des gouvernements, c'est même pas la peine de faire des élections, et c'est même pas la peine d'essayer de faire vivre la démocratie. C'est d'ailleurs ce qu'on nous explique dans toute l'Europe. Le gouvernement Monti, qui n'a pas été élu et qui a été nommé par la Commission de Bruxelles, quand il est critiqué en Italie, dit « mais vous savez, moi je ne me présenterai pas aux élections, je n'ai aucun mandat à rendre, sauf à la Commission de Bruxelles ». Alors on peut continuer comme ça. Mais alors comment on peut s'y prendre pour geler les prix mais à la relocation? Par la loi. Par la loi. Nous sommes dans un pays démocratique. La loi est décidée par la représentation nationale, par les gens qui ont été élus. Donc la loi peut imposer des contraintes aux propriétaires privés sur les conditions dans lesquelles on loue dans le privé. Et la loi doit primer, c'est ce qui est l'élément de justice dans une société démocratique. Mais déjà, est-ce que vous êtes satisfait par le blocage annoncé finalement des loyers à la relocation? Oui, c'est une première étape qui est nécessaire parce qu'on voit bien qu'on a une spéculation complètement folle. Moi qui suis parisien depuis toujours, nous atteignons des prix complètement déments. Mais malheureusement, ça n'est pas vrai que dans les grandes villes. C'est vrai aussi dans les zones urbaines périphériques. Et la spéculation immobilière sur l'immobilier actuel est complètement dingue, alors qu'on sait que, on parlait du SMIC tout à l'heure, comment des gens qui gagnent 1 000 € par mois peuvent aujourd'hui se loger dans les grandes villes françaises. Dernier point, Pierre-Laurent, pendant la campagne, on s'en souvient avec Perrine, Jean-Luc Mélenchon avait dit de Marine Le Pen qu'elle était semi-démente. Est-ce qu'il n'est pas un peu sur ce chemin-là dans la campagne actuellement dans le Nord, où on le voit s'étriper avec Marine Le Pen? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu contre-productif? Non, écoutez, moi je suis de près la campagne. Qui est le semi-dément? Je suis de près la campagne à Hénin-Beaumont.
J'ai régulièrement au téléphone et Jean-Luc et Hervé Poli, mon camarade qui mène la campagne à ses côtés comme suppléant. Et c'est une campagne qui se mène dans la proximité. Je sais qu'ils se sont croisés, je ne l'ai pas vu, sur le plateau de télévision de France 3. Mais pour le reste, la campagne sur le terrain est une campagne où le Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon et Hervé Poli, dialogue avec les habitants, ne s'affrontent pas sur le terrain avec Marine Le Pen. C'est un débat d'idées. Vous croyez qu'il va gagner ? Oui, je le crois et je l'espère. Merci beaucoup, Perrine. On se retrouve demain, bien évidemment. Pierre Laurent, pour le Parti communiste, était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat, dans le contexte des législatives. Bonne journée à vous. Merci.